fondons ensemble quelque chose de supranational, dans une entité supranationale. Et ainsi, tout sera très simple et très pratique. Trait d'union. Interrogation en profondeur sur la vocation et la destinée de l'Europe. François Hollande s'est aussi inquiété à Strasbourg de la méfiance croissante des peuples vis-à-vis de l'Europe. Tant qu'il y aura la crise, il y aura une défiance de l'Europe, même si ce n'est pas l'Europe qui fabrique la crise. Trait d'union, le magazine hebdomadaire de l'Europe. Parler ou définir l'avenir d'une nation comme la nôtre, sans situer cet avenir dans le cadre européen, on ne doit pas accepter que cette question soit éludée. Madame Rosière, bonjour. Bonjour. Faut-il rappeler que vous êtes donc la députée européenne de notre région et vous êtes venue nous voir pour nous présenter cette fois-ci au Parlement européen une série de métiers qui sont absolument complémentaires et nécessaires. Oui, au Parlement européen, il y a 751 députés européens, mais pour que nous puissions jouer notre rôle, c'est toute une machinerie, beaucoup de métiers qui font que l'institution peut fonctionner, que le débat peut avoir lieu, et puis que, en tant que députés, nous sommes bien accueillis et nous pouvons être sereins dans l'exercice de nos fonctions. Bien évidemment, certains métiers sont quasiment absolument indispensables, tels que le service recherche, parce que je suppose que vous avez besoin de documents en permanence, provenant de différentes sources, elles aussi multiples et variées. Oui, le Parlement européen est un lieu de débat. Un lieu de débat où il est parfois utile de pouvoir avancer des éléments factuels à l'appui de ce qu'on peut dire. Et puis, vous savez que de temps en temps, l'argument d'autorité peut être utilisé avec une honnêteté intellectuelle variable. Donc, nous avons à notre disposition un service de recherche qui peut effectuer des recherches à notre demande personnelle pour justement nous donner des éléments tangibles, factuels, chiffrés, quantifiés à l'appui de nos travaux. C'est aussi très utile parce que donc, nous avons des débats politiques, mais aussi beaucoup de dossiers qui sont assez techniques. Et même si nous pouvons travailler et rentrer dans les dossiers, ça demande chaque fois quand même un apprentissage, un investissement intellectuel pour comprendre de quoi il s'agit et l'appui de ces services de recherche qui nous aident à mieux comprendre les enjeux des dossiers que nous traitons est particulièrement indispensable. Et c'est vrai qu'on a des travaux qui sont réalisés pour l'ensemble des députés d'une même commission ou d'un même groupe, mais pour un député qui souhaite creuser un petit peu, avoir une vision plus précise, un peu plus pointue d'un dossier, c'est très, très utile de pouvoir demander à ce service de travailler dans une direction particulière, d'aller creuser une question particulière pour que nous puissions décider et voter en connaissance de cause. Je suppose d'ailleurs que par rapport à ce que vous indiquiez, compte tenu de l'information venant de la totalité des pays européens, il vous serait difficile d'être au courant de tout ce qui se passe dans tous les pays européens. Oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. En tant que parlementaire française, avec l'expérience qui peut être la mienne, j'ai souvent une bonne connaissance de ce qui peut exister en France, de la situation en France, mais nous légiférons pour 28 pays. Et donc il est très intéressant et nécessaire de savoir quelles sont les situations dans d'autres pays. C'est d'ailleurs souvent très enrichissant de pouvoir se comparer et avoir ce regard sur d'autres pratiques, d'autres façons de faire, d'autres situations. Et c'est vrai que individuellement, c'est quasi impossible d'avoir cette vision d'ensemble. Et donc, ce service de recherche nous est vraiment très utile de ce point de vue-là. Ce sont des travaux qui sont publics, qui sont publiés sur le site d'un think tank qui est l'Europarl Think Tank, qui publie les travaux de ce service de recherche. Et donc, les auditeurs qui seraient curieux peuvent aller consulter les travaux très intéressants de ce service. C'est d'ailleurs ce que nous a confirmé M. Étienne Bassot, directeur du service recherche. Monsieur Bassot, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur du service de recherche du Parlement et du Conseil européen, ou des deux, ou d'un seul des deux? Bon, c'est déjà pas mal, vous savez. Parce que je suppose que directeur du service recherche, expliquez-nous un peu ce que cela signifie. Donc vous avez le Parlement européen, c'est 751 députés, donc c'est autant de clients pour lesquels on travaille. Nous sommes une équipe d'environ 80 chercheurs-analystes qui fournissent des contributions de diverses natures à la demande des députés. Donc, ou bien à leur demande, comme je dis, ou bien alors nous mettons sur la table, de manière proactive, des produits à leur disposition. C'est-à-dire que vous avez
en amont un peu le contenu de ce qui va être exposé, ce qui vous permet de mettre à la disposition des députés quand même un minimum de documentation leur permettant déjà de pouvoir intervenir? Tout à fait. Donc nous suivons bien sûr l'actualité politique, donc celle de la plénière du Parlement, qui est le temps fort du Parlement. Donc par exemple cette semaine, nous avons produit 13 ou 14, je crois 13 cette semaine, ce qu'on appelle des 2 pages en bref, qui expliquent et résument les travaux de la plénière pour des députés qui ne sont pas forcément des spécialistes. Et donc ces documents sont très riches en liens et en références, donc qui permettent à un député qui n'est pas forcément spécialiste d'un sujet spécifique d'être tout à fait dans le débat. Il faut voir qu'un député va se spécialiser dans 1 ou 2 commissions, mais qu'il est appelé à voter sur l'ensemble des dossiers, qu'il est appelé à expliquer les politiques communautaires très complexes à son électorat et aussi à les expliquer aux médias. Et donc c'est notre travail donc, qui est de produire ces briefings qui soient à la fois riches, mais qui restent accessibles et utilisables pour un public averti, mais pas forcément spécialiste. Mais dites-moi, Monsieur Bassot, pour vous, ça nécessite une connaissance, on va dire, tout azimut. Et si je ne suis pas indiscret, vous avez suivi quelle formation et quelles études pour arriver à ce niveau de compétence? Voilà, alors évidemment, je ne suis pas spécialiste de tout et je n'ai pas cette prétention. Heureusement, je suis bien entouré par des équipes très diverses d'économistes, de juristes, on a même quelques scientifiques, des linguistes bien sûr, on a même un vétérinaire. Donc vous voyez une palette très diversifiée. Pour ce qui me concerne, j'ai fait des études de droit. J'ai eu la chance à l'époque d'avoir le déclic Erasmus qui m'a fait ouvrir un grand champ vers l'Europe, de connaissances et de nouveautés vers l'Europe. Donc c'est à la fois une formation classique, mais avec cette ouverture européenne dès le départ. Mais Monsieur Bassot, comment faites-vous aujourd'hui où l'information est tellement dense pour continuer à pouvoir assimiler toutes ces informations? Alors il ne faut pas essayer de savoir tout, il faut essayer de savoir ce qui est important. C'est-à-dire que nous avons une politique éditoriale, nous essayons d'être pertinents pour les députés. L'important, c'est de suivre ce qui se passe dans l'actualité, de produire des documents qui enrichissent le débat. Donc pas qui déterminent le débat, mais qui l'enrichissent en fournissant des éléments de compréhension, d'analyse et aussi des options. Si vous regardez ce qui se passe, l'année 2015 a été marquée par des crises. D'abord, il y a eu les attentats de Paris au mois de janvier. Ensuite, il y a eu la crise grecque qui a monté en crescendo jusqu'à l'été. Et puis, tout ça a été effacé par la crise migratoire qui est apparue au cours de l'été, qui est encore bien vive maintenant, et en tout cas au mois de septembre, et qui est encore bien vive maintenant. Et donc, l'erreur pour nous serait de nous focaliser sur des dossiers purement techniques et disons, internes à la machinerie de l'Union européenne et d'oublier ces grands dossiers d'actualité. Donc, nous essayons vraiment de suivre ce qui se passe et de produire des produits de recherche, des éléments d'analyse qui sont utiles au débat parlementaire. Si nous regardons nos statistiques d'utilisation, ce sont ces produits-là qui sont les plus prisés par les députés parce qu'ils les aident vraiment dans leur travail. Et ça, c'est notre mission première. Vous venez de nous parler de sujets très politiques, effectivement. Et est-ce que dans l'information que vous communiquez, n'est-il pas toujours trop ou très difficile de demeurer neutre dans vos à-propos ou dans votre démarche d'information? Une bonne question, une difficile question. Vous avez raison, par nature, nous travaillons pour une maison qui est une maison de débat où différentes nationalités sont présentes, battues nationalités où un grand nombre de partis politiques sont présents et c'est une ruche d'opinions et de diversité. Et donc, nous, notre travail, c'est de trouver un apport qui soit non partisan et nous y tenons beaucoup, ça fait partie de nos principes de base. Alors, pour répondre à votre question, d'abord, c'est un conditionnement, une préparation des collègues qui sont les analystes ou les chercheurs. Donc, bien leur expliquer qu'ils doivent se distancer de leur propre conviction, même leur propre passion sur certains sujets, et essayer d'avoir un maximum d'objectivité. C'est de citer aussi une littérature suffisamment représentative du débat, donc en restant sur un angle académique. Puis ensuite, c'est aussi soumettre les papiers à différents niveaux de relecture. On a ce que nous appelons une relecture par un pair, donc c'est un collègue du même service qui va avoir une relecture distanciée et critique, sans être forcément spécialiste lui-même ou elle-même de la question, c'est-à-dire la personne va essayer d'avoir une relecture
d'utilisateur en ayant son propre jugement. Et puis après, il y a une chaîne, disons, plus hiérarchique de qualité qui fait que on est parvenu, je crois, à avoir des documents, des papiers qui sont équilibrés et qui respectent ce principe d'être non partisan. Vous parliez de ruches, effectivement, avec plus de 700 députés, j'imagine que certains vous sollicitent peut-être plus que d'autres, ou bien considérez-vous que certains sont pourraient être qualifiés presque d'habitués? Alors, nous sommes au service de tous les députés, aussi bien ceux qui appartiennent aux plus grandes formations politiques que ceux qui sont dans les plus petites formations, voire les non-inscrits, nous sollicitent. C'est un point qui convient de rappeler, qui est très important. On a eu aussi, l'année dernière, à l'occasion des élections, un énorme renouvellement, puisqu'on a eu près des 2/3 des députés qui étaient nouveaux, donc il y a eu un grand besoin d'information de la part des députés. Alors, il n'y a pas une nationalité ou il n'y a pas un parti qui domine un autre. Bien sûr, on a quelques clients qui reviennent régulièrement. On note d'ailleurs une certaine fidélisation qu'on prend aussi pour quelque chose de positif, puisque ça veut dire que les services sont appropriés. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un groupe particulier qui dominerait ou une nationalité particulière. Pourriez-vous nous décrire un peu la journée type d'un documentaliste spécialisé, on va dire, sur la pêche, parce qu'on en parlait tout à l'heure? Alors, disons que le collègue en question est certainement le matin, arrive au bureau, il est en train d'écrire un papier d'analyse, disons, à plus long terme, par exemple en collaboration avec nos collègues de STOA. Puis, à 10h30, il est interrompu parce qu'il a une question très spécifique sur les filets maillants dérivant aux Açores, par exemple. Donc, il va laisser tomber son travail à plus long terme et il va s'atteler à la réponse du député, puisque nous nous engageons à répondre rapidement aux questions des députés. Et donc, il va s'atteler à cette question et il va y répondre. En fin d'après-midi, donc, il aura déjà des premiers éléments de réponse et il va consulter ses collègues ou son chef sur le résultat et ensuite une relecture qui sera transmise aux députés. Entre-temps, le collègue en question aura peut-être eu une réunion de coordination, une réunion de routine à laquelle il devra aussi participer. Voilà, donc c'est un emploi du temps assez diversifié, comme vous voyez, qui implique beaucoup d'interactions avec les collègues. Ce n'est pas un travail de rat de bibliothèque, si je puis dire, c'est un travail aussi d'interaction avec les autres, et bien sûr avec les députés, qui sont toujours nos clients. Certains d'entre eux demandent parfois d'ailleurs d'être briefés personnellement, donc le documentaliste ou l'expert en question devra aller dans le bureau du député pour prendre quelques questions et expliquer de vive voix un sujet. Pour que nos auditeurs comprennent mieux votre métier et celui de vos documentalistes, vous parliez d'un sujet bien spécifique comme les filets maillants aux Açores, mais un travail comme ceci demande combien d'heures de recherche avant de pouvoir répondre à la question posée? Ça dépend de la difficulté de la question. Si la question consiste simplement à donner quelques références d'articles, à donner quelques liens ou quelques éléments statistiques, la réponse peut être très rapide. Elle peut intervenir en quelques heures. En revanche, si le député veut une analyse sui generis, qui demande vraiment de la recherche, qui demande de la consultation, cela peut prendre jusqu'à 2 semaines. Oui, justement, ma question aurait été la suivante. N'y a-t-il pas des députés qui, eux, piaffent d'impatience en se demandant pourquoi c'est aussi long d'avoir une réponse? Je ne vous demande pas de nom, loin de là. Non, bien sûr, je ne vais pas vous donner de nom. Bien sûr, vous avez raison. Mais aussi, on a, je crois, établi dans l'ensemble une relation de confiance avec les députés. S'ils ont, par exemple, une émission de radio, et ils doivent se préparer pour cette émission de radio, ils ont besoin d'éléments dans l'heure, ils acceptent aussi que nous ne donnions pas ne fournissions pas un degré de détail qui serait le même que pour une analyse qui nous prendrait 2 semaines de travail. Donc, il y a vraiment cette relation tant qualité ou tant approfondissement qui est toujours là dans notre activité. Et ce que je crois que nous avons réussi à établir, c'est une forme de respect mutuel et c'est quelque chose qui est assez bien compris. Est-ce que les citoyens, s'ils le souhaitaient, pourraient avoir accès à certaines publications que vous auriez concoctées ou c'est totalement impensable pour l'instant? Alors, toutes les questions individuelles de députés sont confidentielles et sont remises aux députés. Certains vont peut-être le partager avec leurs électeurs ou une partie de leurs électeurs. En ce qui concerne les publications, par nature, elles sont destinées aussi aux députés, mais nous avons bien conscience qu'elles bénéficient à un plus large public.
Il existe un département dont je ne suis pas responsable, mais qui est un peu l'équivalent l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, pour ceux de vos auditeurs qui sont un peu familiers des institutions françaises. Donc c'est le département STOA, donc qui essaye d'injecter, si vous voulez, une dimension scientifique dans le travail parlementaire par un travail préparatoire approfondi. Et donc tous ces papiers-là, si vous voulez, sont disponibles pour les députés en premier lieu, mais nous avons bien conscience qu'au-delà des députés, il existe une communauté plus large qui est très intéressée à ce que nous faisons. Et la plupart de nos documents sont d'ailleurs disponibles sur Internet et sur un blog ou sur le site du Parlement européen. Nous voyons d'ailleurs qu'ils sont assez largement consultés par le grand public ou par un public de cercle de réflexion, public académique ou même institutionnel. Eh bien, je pense, Monsieur Basso, que c'est une très bonne information pour nos auditeurs. Il me reste à vous remercier du temps que vous nous avez consacré et ainsi, certains de nos auditeurs auront pris conscience du rôle prépondérant que vous jouez au sein du Parlement européen. Merci, Monsieur Basso. Merci à vous. Fondons ensemble quelque chose de supranational, dans une entité supranationale. Et ainsi, tout sera très simple et très pratique. Trait d'union. Interrogation en profondeur sur la vocation et la destinée de l'Europe. François Hollande s'est aussi inquiété à Strasbourg de la méfiance croissante des peuples vis-à-vis de l'Europe. Tant qu'il y aura la crise, il y aura une défiance de l'Europe, même si ce n'est pas l'Europe qui fabrique la crise. Trait d'union, le magazine hebdomadaire de l'Europe. Parler ou définir l'avenir d'une nation comme la nôtre, sans situer cet avenir dans le cadre européen, on ne doit pas accepter que cette question soit éludée.